Le crépuscule tombe doucement sur les rues silencieuses d'un Londres printanier, où le parfum des fleurs et le frémissement des herbes semblent dissimuler des secrets. Une brise légère transporte des murmures que seuls les plus attentifs peuvent percevoir. D'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur « Lecture »? Dites-le moi en commentaire. Laissez vos pensées se mêler à l'atmosphère feutrée, car chaque détail compte. Tendez l'oreille et préparez-vous à pénétrer dans un mystère où la logique et l'intuition se croisent et où les apparences sont trompeuses. Il est des matins de Londres où la capitale, débarrassée de son manteau de brume, paraît vouloir rivaliser avec les paysages les plus riants de la campagne. Celui dont je m'apprête à parler demeura longtemps gravé dans ma mémoire. Le soleil, timide d'ordinaire, s'imposait avec une clarté joyeuse, illuminant les façades de briques et les vitres des fiacres qui circulaient sans hâte. Les marchands de journaux criaient les nouvelles d'une voix enjouée, et jusque dans notre quartier de Baker Street, on percevait l'air plus léger, comme si la ville entière respirait à l'unisson avec le printemps. Je me souviens avoir ouvert la fenêtre de notre salon pour accueillir cette bouffée de renouveau. Les effluves d'un fleuriste voisin se mêlaient aux senteurs plus âpres des chevaux, créant une harmonie étrange, mais point désagréable. Holmes, immobile dans son fauteuil, semblait indifférent à la saison, et pourtant, son visage laissait transparaître un calme rare, que je n'avais pas coutume de voir chez lui. Je me surpris à penser que, pour une fois, nous pourrions goûter à quelques heures de repos, sans que le tumulte des affaires criminelles ne vienne troubler notre quiétude. Mais cette idée fut bientôt chassée par une intuition familière. Dans l'existence que je partageais avec mon ami, la tranquillité n'était jamais qu'une préface aux énigmes les plus sombres. J'ignorais encore combien cette matinée, commencée sous le signe de la douceur, allait s'assombrir dans les heures suivantes, prouva qu'il n'était nullement dans l'humeur légère. Il reprit. La beauté dissimule toujours une faille. L'œil exercé y découvre ce que la foule ignore, l'inquiétude, la jalousie, parfois le crime lui-même. Ces paroles, lancées sans contexte, éveillèrent en moi une curiosité inquiète. Holmes avait l'art de pressentir l'orage avant même que le ciel ne s'assombrît. Il me sembla que, sous ces mots, se cachait une prémonition encore inexprimée. Je voulus l'interroger davantage, mais un léger tressaillement de son oreille me fit comprendre qu'il attendait déjà quelque chose. Un bruit, un signal, peut-être la venue d'un visiteur. Je perçus alors à mon tour un changement dans l'air, comme si la maison elle-même se préparait à accueillir une présence nouvelle. À cet instant précis, la sonnette de Baker Street retentit, claire et insistante. Holmes se redressa légèrement, le regard brillant d'une anticipation qui contrastait avec son calme précédent. Je me levai pour aller ouvrir, le cœur étrangement serré. Dans l'encadrement de la porte se tenait un gentleman dont l'élégance vestimentaire ne parvenait pas à masquer l'état de nervosité. Sa main gantée se crispait sur le pommeau de sa canne, et son souffle rapide trahissait une hâte mal contenue. « Je viens pour monsieur Sherlock Holmes », dit-il d'une voix qui tentait de se maîtriser, mais tremblait malgré tout. Ses yeux parcoururent le couloir avec une vivacité fébrile, comme si chaque ombre eût pu cacher une menace. Je l'introduisis aussitôt dans notre salon, observant son trouble avec une inquiétude croissante. Holmes, toujours maître de lui, l'accueillit d'un signe de tête, sans autre mot que « Asseyez-vous, monsieur ». Je sentis que l'instant de repos que j'avais espéré appartenait déjà au passé. L'air même de la pièce s'était chargé d'une tension nouvelle, invisible mais palpable. Et au fond de moi, je devinais que cet inconnu venait de nous apporter un mystère dont la gravité dépasserait nos attentes. À la lumière qui tombait obliquement par la fenêtre, mais ce qui frappait davantage, c'était l'expression de son visage. Ses traits, naturellement fins et harmonieux, étaient tirés par l'anxiété. Ses lèvres, à demi mordues, semblaient trahir un combat intérieur. Ses yeux, d'un bleu limpide, allaient de Holmes à moi avec une intensité fiévreuse, comme s'il cherchait du réconfort et redoutait en même temps d'en recevoir. Holmes, observant chaque détail, s'autorisa un léger sourire, signe qu'il avait déjà tiré de premières conclusions. « Vous avez fait vite, monsieur, » dit-il doucement. « Il est clair que vous avez quitté votre maison dans une agitation peu commune. »
L'homme, surpris, acquiesça sans répondre, serrant sa canne si fort que ses jointures en blanchirent. Sa respiration haletante, ses gestes désordonnés, tout indiquait que l'émotion l'emportait sur la maîtrise de soi. Je compris, en le voyant s'efforcer de parler sans y parvenir, qu'il ne s'agissait pas d'un client ordinaire. Quelque chose, dans sa détresse, portait déjà la marque d'un drame personnel dont nous ne connaissions pas encore la nature. Holmes, bienveillant mais ferme, l'encouragea. « Détendez-vous, monsieur. Vous êtes ici en lieu sûr. Dites-nous ce qui vous amène, et nous jugerons ensemble de la marche à suivre. » Il ne prit pas la peine d'entamer de longs préambules. « Monsieur Holmes, dit-il d'une voix encore tremblante, je viens à vous car il n'est plus d'autre recours. Il s'agit d'un problème grave, d'une situation que je n'ose confier à personne d'autre. » Je notais la force du désespoir dans ses paroles. Chaque syllabe semblait peser, comme si elle recelait une part du fardeau qu'il portait. Son regard se fixa sur Holmes avec une intensité presque suppliante. « Vous seul, monsieur, avez la réputation de percer les mystères les plus obscurs, » poursuivit-il. « Ce qui m'amène aujourd'hui dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. » Il s'interrompit, reprit son souffle, puis se tut, comme accablé par l'ampleur de ce qu'il avait à dire. Holmes, imperturbable, croisa les doigts et se pencha légèrement en raideur qui trahissait sa nervosité. Je l'observais de mon siège, la plume suspendue au-dessus de mon carnet, conscient que chaque détail de cette rencontre pouvait revêtir son importance. Holmes, lui, ne disait mot. Son regard scrutateur parcourait déjà les moindres traits du visage de l'homme, ses vêtements, sa posture, comme un lecteur habitué aux lignes d'un texte secret. Fairchild s'efforça de maintenir une dignité apparente. Il posa son chapeau et ses gants sur la table avec une lenteur calculée, mais ses doigts tremblaient, et le moindre bruit le faisait tressaillir. Une pâleur inaccoutumée marquait ses joues, comme si l'angoisse avait aspiré toute la vigueur de son teint. Le contraste avec l'atmosphère tranquille de Baker Street me frappa vivement. Quelques instants auparavant, nous savourions encore la douceur du printemps. À présent, cette pièce que je connaissais si bien semblait habitée par une inquiétude nouvelle. Holmes, toujours calme, attendait que le silence pèse assez lourd pour forcer son visiteur à rompre ses hésitations. Ce fut alors que je compris combien cet homme, qui paraissait issu d'un milieu aisé et policé, n'était pas venu pour une affaire banale. Il portait sur ses épaules le poids d'un drame intime. Je ressentis, à le voir si troublé, la certitude que nous allions être entraînés dans une énigme dont les contours dépassaient encore mon imagination. Après un instant d'un silence pesant, Fairchild prit enfin la parole. Sa voix, au début presque chuchotée, s'éleva ensuite avec un mélange d'appréhension et de détermination. « Messieurs, je crains que mon récit ne vous paraisse étrange, peut-être même invraisemblable. Pourtant, je vous assure qu'il est la stricte vérité. » Il s'interrompit, comme pour mesurer l'effet de ses paroles, puis reprit avec une émotion mal contenue. « Depuis 3 jours, je vis dans un état de tourment insupportable. La disparition de ma fiancée me hante à chaque instant, et le silence qui l'entoure me tue à petit feu. Je vis ses mains trembler alors qu'il serrait son mouchoir entre ses doigts. J'ai tenté, continua-t-il, de m'en remettre à la police locale. Mais l'affaire, à leurs yeux, ne mérite guère plus que quelques formalités. Une jeune femme disparue, peut-être partie de son plein gré. Je ne puis accepter cette hypothèse. » À ces mots, son visage se crispa, comme traversé par une douleur sourde. Je compris alors que ce que nous allions entendre ne relevait pas seulement d'un mystère à élucider, mais d'un drame personnel, porté par un homme désespéré de retrouver celle qu'il aimait. Il entreprit alors de nous relater, avec une précision douloureuse, les circonstances de cette disparition. Le récit nous transporta loin de Baker Street, vers un cadre idyllique de campagne anglaise, paré de tous les ornements du printemps. Ce fut lors d'un pique-nique, expliqua-t-il, organisé sur les prairies qui bordent la propriété d'un ami de longue date. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et jamais je n'aurais cru que sous tant de beauté pût couver une telle horreur. Je pouvais presque voir la scène à travers ces mots. La nappe blanche étendue sur l'herbe fraîche, les paniers débordant de victuailles, les rires insouciants d'une compagnie joyeuse. La fiancée de Fairchild, décrite avec une tendresse retenue,
se distinguait par son sourire gracieux et sa démarche légère. Tout semble baigner dans l'harmonie, poursuivit-il, et je me reproche encore de n'avoir rien soupçonné. Pas une ombre, pas un signe. Et pourtant, quelques heures plus tard, elle avait disparu sans laisser de traces. Ses yeux s'embuèrent, et sa voix se brisa un instant. Je notais la force de cette ironie. La nature, éclatante de vie, servait de théâtre à un drame humain dont nul n'avait perçu l'approche. Holmes, impassible, griffonnait quelques mots rapides dans son carnet, comme si déjà certains détails, passés inaperçus aux yeux de tous, venaient d'éveiller en lui une première lueur d'intuition. Fairchild se redressa légèrement, comme pour dominer l'émotion qui le submergeait, et poursuivit d'une voix où la douleur transperçait chaque syllabe. Je me rappelle laisser plus de traces qu'un souffle de vent. Le silence qui suivit fut presque insoutenable. Holmes, toujours impassible, tapotait doucement la coudoir de son fauteuil. Pour ma part, je n'arrivais pas à me défaire de cette image. Une jeune femme s'éloignant parmi les fleurs, et soudain happée par une force obscure. Une scène à la fois banale et terriblement surnaturelle. Fairchild reprit d'un ton plus sombre. Nous n'étions pas seuls, messieurs. Plusieurs amis, des connaissances proches, assistaient à ce pique-nique. Chacun a prétendu ne rien avoir vu de suspect, sinon l'évidence de son absence. Je notais la crispation de sa mâchoire, comme si cette neutralité affichée dissimulait plus qu'elle ne révélait. Mais leur récit, ajouta-t-il, ne concorde pas. L'un dit l'avoir vue marcher vers la rivière, un autre affirme qu'elle s'était dirigée vers le bois. Et tous, pourtant, jurent de leur sincérité. Un voile d'amertume passa dans ses yeux. Holmes esquissa un léger mouvement, signe que ces contradictions venaient d'allumer dans son esprit une première flamme de soupçon. Enfin, d'une voix presque suppliante, Fairchild conclut son récit. Voilà pourquoi je viens à vous, monsieur Holmes. Je crains que chaque heure perdue n'aggrave le danger qu'elle court. Si elle vit encore, c'est de votre sagacité que dépend son salut. Je fus frappé par le désespoir sincère qui animait ses paroles. L'homme, malgré sa tenue impeccable, paraissait prêt à s'effondrer sous le poids de son angoisse. Holmes, se penchant légèrement, répondit d'un ton grave. « Soyez assuré, monsieur, que nous mettrons toute notre énergie à élucider ce mystère. » À cet instant, je sentis que notre destin venait de basculer. Ce qui avait commencé comme une paisible matinée de printemps se transformait en une enquête dont l'issue allait marquer nos esprits d'une empreinte durable. Lorsque Holmes et moi pénétrâmes dans le cercle des convives réunis pour le pique-nique fatal, je fus frappé par l'élégance qui émanait de cette société choisie. Holmes, sans paraître regardé, enregistra chaque geste. Une main trop nerveuse, un rire trop bref, un silence trop appuyé. Il m'avait souvent dit que le véritable langage des hommes se trahissait dans les détails les plus insignifiants. Ce jour-là, je compris à quel point cette maxime se vérifiait. Les invités, accueillants en apparence, semblaient chacun se protéger derrière une façade de civilité. Mais plus Holmes avançait dans ses questions anodines, plus cette façade se fissurait. J'avais le sentiment que nous n'étions pas simplement les témoins d'une société de plaisir printanier, mais les intrus dans un cercle où rôdait un secret trop lourd. Je songeais alors que le drame n'était peut-être pas né de la seule disparition de la fiancée, mais qu'il prenait racine dans des tensions antérieures, dissimulées sous l'ornement fragile de la bienséance. Parmi les convives, un homme attira rapidement notre attention. Un ancien capitaine de l'armée, compagnon estimé de la famille Fairchild. Son allure martiale, son port de tête droit et sa moustache soigneusement entretenue donnaient l'image d'un officier irréprochable. Pourtant, chaque fois que Holmes posait une question, son regard se détournait avec une rapidité suspecte. « J'ai vu la demoiselle s'éloigner vers la lisière du bois », déclara-t-il, mais sa voix manquait de fermeté. Holmes l'observait d'un air détaché, laissant le silence s'installer, jusqu'à ce que le capitaine, mal à l'aise, se remette à parler, ajoutant des détails inutiles, comme pour combler un vide dangereux. Je notais ses mains, qui trituraient nerveusement son gant, et le léger tremblement de ses lèvres lorsqu'il affirma ne rien savoir de plus. Holmes, se penchant vers moi, murmura presque imperceptiblement. « Un soldat qui détourne les yeux n'est pas sans raison, Watson. » Je ne sus que penser.
L'homme avait-il quelque chose à cacher? Ou n'était-il qu'un témoin écrasé par l'intensité de la situation? Quoi qu'il en fût, son trouble me sembla le signe avant-coureur d'une dissimulation. Vint ensuite la cousine de la disparue, une jeune femme vive, dont la parole s'écoulait d'un sourire énigmatique. Un compagnon d'études de Fairchild, homme jovial et bruyant, se présenta ensuite à nous. Sa conversation abondait en anecdotes légères, comme pour détourner l'attention du sujet grave qui nous réunissait. Pourtant, au détour d'une phrase, il laissa échapper une allusion surprenante. Elle parlait parfois d'un secret qu'elle seule connaissait, mais cela n'avait rien de sérieux. Holmes, dont les yeux s'illuminèrent aussitôt, s'en saisit comme d'un fil précieux. L'homme, comprenant trop tard ce qu'il venait de dire, tenta de se rattraper en riant, affirmant qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie de jeunesse. Mais le mal était fait. Holmes nota quelques mots dans son carnet, sans un commentaire. Je sentis que sous la légèreté affectée de cet ami, se cachait un élément crucial encore voilé. Par contraste avec les précédents, une jeune femme distinguée se présenta avec une réserve extrême. Elle répondit à peine aux questions, sa voix à peine audible, son regard constamment baissé. Je fus frappé par l'expression d'angoisse qui assombrissait ses traits. Chaque fois que Holmes la pressait doucement, elle se repliait davantage, comme si l'évocation même de la disparue ravivait une peur intime. Ses réponses, bien que brèves, semblaient contenir des hésitations plus éloquentes que des aveux. Je perçus dans son silence la trace d'un secret que, par loyauté ou par crainte, elle refusait de livrer. Holmes, d'un simple hochement de tête, sembla confirmer mon intuition. Lorsque tous les entretiens furent achevés, Holmes demeura pensif quelques instants, les yeux fixés sur le plancher. Puis d'un ton discret, il me dit « Vous avez entendu, Watson, comme moi, ces dissonances. Chacun affirme avec aplomb, mais aucun récit ne se superpose vraiment. » Il évoqua rapidement les contradictions. L'un plaçait la disparue vers la rivière, un autre vers le bois, et certains se contredisaient même sur l'heure précise. « Les détails sont les empreintes de la vérité, » ajouta-t-il. « Quand ils ne s'accordent pas, il faut chercher pourquoi. » Je sentis un frisson me parcourir. Lorsque nous parvâmes sur les lieux du pique-nique, je fus saisi par le contraste cruel entre la beauté du paysage et le souvenir tragique qu'il évoquait désormais. La prairie s'étendait, vaste et verdoyante, parsemée de fleurs printanières qui ondulaient doucement sous la brise. À quelques pas, une rivière miroitait au soleil, et des bosquets, encore parfumés de lilas, se découpaient en taches colorées. Il était difficile d'imaginer que dans un cadre si paisible, une jeune femme s'était volatilisée comme sous l'effet d'un sortilège. Holmes s'arrêta un instant, les mains croisées derrière le dos, et laissa son regard parcourir l'endroit avec une intensité presque inquiétante. Moi-même, malgré mes efforts, je ne percevais rien d'autre que les traces évidentes d'un repas champêtre. L'herbe aplatie par les nappes, quelques miettes dispersées, et un parfum de vin encore perceptible. Mais Holmes, je le savais, contemplait déjà ce décor avec l'œil d'un peintre scrutant une toile inachevée, cherchant l'anomalie que d'autres ne voient pas. L'air, empli d'un silence étrange, semblait retenir son souffle. J'eus la sensation qu'en posant le pied sur cette prairie, nous franchissions la frontière invisible qui séparait l'ordinaire du mystère. Et je devinais, à la façon dont Holmes avançait lentement, que chaque brin d'herbe risquait de nous parler, à condition de savoir l'écouter. Holmes se pencha vers le sol, observant les moindres traces laissées dans l'herbe. Je fis de même, mais je n'y vis que des piétinements confus, tels qu'en produit une joyeuse assemblée. Mon ami, lui, distinguait déjà des nuances imperceptibles. « Remarquez, Watson, » dit-il à mi-voix, « comme certaines touffes sont couchées dans une direction différente des autres. Ce n'est pas l'effet du vent, mais d'un passage rapide, presque précipité. » Je fronçai les sourcils, incrédule. À mes yeux, tout paraissait identique. Holmes, en revanche, semblait lire une histoire entière dans le tapis d'herbe. Il se redressa, scruta les alentours, puis se remit à genoux pour examiner un des marques dans la boue. « Observez bien, Watson. Voilà des empreintes légères, presque effacées. Elles appartiennent sans doute à une femme. Regardez la petitesse du pas. » Je me penchai, mais n'y vis qu'un mélange de traces informes.
Holmes, lui, suivit du doigt une ligne invisible. Notez surtout la direction. Elle s'éloigne du centre du pique-nique, mais non vers le bois, comme l'ont affirmé certains convives. Elle bifurque vers la rivière. Un frisson me parcourut. Si cette observation était exacte, elle contredisait déjà plusieurs témoignages. Et je sentis que pour Holmes, cette contradiction n'était pas le fruit du hasard, mais la clé d'un mensonge délibéré. Un peu plus loin, entre deux buissons, Holmes s'accroupit de nouveau. Son regard s'illumina lorsqu'il saisit un petit morceau d'étoffe accroché à une branche. Le tissu, fin et délicat, portait encore l'empreinte d'une couture raffinée. Voyez, Watson, un indice discret mais d'une valeur capitale. Ce tissu n'appartient pas à une nappe ni à un vêtement masculin. Il s'agit très probablement de la robe de la disparue. Je pris l'étoffe du bout des doigts, troublé par l'idée que cette parcelle de matière avait été témoin direct de l'instant fatidique. Holmes observa la manière dont elle s'était accrochée. Arrachée dans la hâte, sans doute par un mouvement brusque. Ce détail suggère une résistance. Ce fragment silencieux devenait ainsi une preuve tangible, presque une voix muette, confirmant que la disparition n'avait rien de volontaire. En regagnant la zone centrale du pique-nique, je remarquai une bouteille de vin renversée sur l'herbe, son contenu répandu formant une tache sombre. Je fis part de mon observation à Holmes, pensant à quelque maladresse de convive. Il s'approcha, examina l'objet avec soin, puis secoua doucement la tête. Non, Watson, ceci n'est pas le fruit du hasard. Voyez la position. Elle a été déplacée après le repas. Je demeurai perplexe. Une bouteille n'était-elle pas le détail le plus insignifiant? Holmes poursuivit. Lorsqu'un objet inerte change de place, nous restâmes quelques instants en silence, tandis que Holmes contemplait la prairie, les mains croisées derrière le dos. Le vent léger faisait onduler les herbes, comme si elles chuchotaient entre elles des secrets qu'aucun homme ne saurait entendre. Holmes parla enfin, d'une voix presque méditative. La nature, Watson, conserve la mémoire des gestes. Il suffit de la questionner avec patience. Ici, chaque brin d'herbe raconte une histoire. Je frissonnais devant cette idée. Pour moi, cette prairie demeurait un simple décor, mais pour lui, elle était un témoin vivant. Je m'interrogeais sur ce que ces murmures invisibles avaient pu lui révéler déjà. Ses yeux se plissèrent, et je perçus une lueur de satisfaction contenue. Nous approchons, mon cher ami, mais il nous reste encore à confronter ces indices aux paroles des hommes, et c'est là que les contradictions prendront tout leur sens. Alors que nous regagnions Baker Street, mon esprit, saturé des récits contradictoires entendus auprès des convives, s'efforçait de trouver une explication cohérente. Les contradictions, les silences, les détails manquants formaient un ensemble si confus que j'en vins à envisager une hypothèse qui, au premier abord, me parut la plus simple, celle d'une fuite volontaire. Je me tournai vers Holmes et lui exposai mon raisonnement. « Songez-y, dis-je. Une jeune femme, promise à un mariage peut-être ressentie comme une contrainte, se trouve au cœur d'un cercle d'amis et de parents dont elle supporte mal la surveillance. Le décor champêtre, la légèreté du jour, l'occasion de s'éclipser discrètement. Tout cela pourrait avoir nourri en elle le désir d'échapper à son destin. J'ajoutais, non sans gêne, que j'avais connu dans ma pratique médicale des cas de jeunes fiancées prises de panique au seuil d'une union redoutée. L'idée d'une fuite précipitée, sans prévenir personne, ne me paraissait donc pas invraisemblable. En prononçant ces mots, j'étais partagé entre le besoin d'apporter une explication rationnelle et la crainte de blesser la dignité de M. Fairchild. Mais à mes yeux, c'était là une hypothèse plausible, une certitude, mais un contrepoint utile à ses propres réflexions. Holmes se leva et se mit à arpenter le salon à grands pas, ses mains croisées derrière le dos. Considérons les témoignages, Watson. L'un parle d'un pas léger vers la rivière, un autre d'une marche vers le bois, et un troisième évoque un retour vers la nappe. Croyez-vous vraiment que tant de regards puissent se tromper en même temps? Je dus admettre que cette incohérence me troublait. Holmes poursuivit, d'une voix plus vive. Ajoutez à cela les hésitations de la cousine, le regard fuyant du capitaine, le bavardage inutile de l'ami d'études. Tous paraissent davantage soucieux de se disculper que de nous éclairer. Il marqua une pause, puis reprit plus doucement. Quand la vérité est simple, les récits convergent. Ici,
Ils divergent avec une régularité suspecte. Voilà ce qui me fait douter de la thèse d'une fuite volontaire. Ces mots tombèrent comme des coups de scalpel, découpant les illusions pour ne laisser que l'ossature des faits. Je sentis que mon hypothèse, qui m'avait semblé raisonnable, commençait déjà à se déliter sous la rigueur de sa logique. Holmes s'arrêta devant la fenêtre, ses mains posées sur le rebord, et parla d'une voix mesurée. « Songez, Watson. Si la jeune femme avait voulu s'enfuir, pourquoi n'a-t-elle laissé aucune trace volontaire? Pas un mot, pas un signe, rien pour rassurer ou expliquer son geste. Or, les femmes qui fuient par choix le font rarement sans laisser au moins une justification. » Il se retourna vers moi, son regard brillant. Et surtout, si cette disparition était une affaire de cœur ou de liberté, pourquoi tant de contradictions parmi les témoins? Non, il y a ici une volonté d'occulter, de détourner l'attention. Ce n'est pas l'évidence qu'il faut croire, mais ce qu'elle cherche à masquer. Je sentis un frisson me parcourir, conscient que sous la clarté apparente des faits se cachait une obscurité bien plus inquiétante. Holmes, après un instant de silence, glissa la main dans la poche de sa redingote et en sortit un petit objet enveloppé dans un... Je me penchai, avide d'en savoir plus, mais Holmes referma aussitôt le mouchoir sur l'objet. « Patience, mon cher ami, chaque chose en son temps. » Je demeurai sur ma faim, intrigué par ce secret qu'il choisissait de garder encore. Mais je connaissais trop bien Holmes pour insister. Si son silence était calculé, c'est qu'il préparait déjà la scène d'une révélation capitale. Holmes regagna son fauteuil et s'y installa, les yeux perdus dans la fumée bleutée de sa pipe. Après un long moment, il murmura. « Ce que nous tenons là n'est pas une simple disparition, mais un stratagème. » Je le pressai de s'expliquer, mais il se contenta d'un regard énigmatique. « Je crains que cette affaire ne soit plus dangereuse que nous ne le supposions. Les indices nous mènent vers une construction délibérée, comme si chaque geste, chaque parole, avait été soigneusement calculé pour nous égarer. » Son ton grave me glaça. Je compris que, pour Holmes, nous ne faisions que frôler la surface d'un piège savamment conçu. Je ressentis alors une appréhension nouvelle. Si l'ennemi savait manipuler ainsi les apparences, quel autre danger invisible nous attendait au détour de l'enquête? Ce fut à la tombée de l'après-midi que Holmes, jusque-là pensif et silencieux, se leva brusquement de son fauteuil. Son regard, vif et résolu, contrastait avec l'attitude méditative qu'il avait adoptée depuis notre retour de la prairie. « Watson, » dit-il simplement, « je dois m'absenter. » Je crus d'abord à une plaisanterie, mais l'expression de son visage ne laissait place à aucun doute. « Où allez-vous » demandai-je, mais il détourna la tête, comme si ma question ne méritait pas de réponse immédiate. « Il est des fils qu'il faut suivre seul, » reprit-il, « et celui-ci n'admet pas de retard. » Puis, sans un mot de plus, il enfila son manteau et quitta Baker Street avec la rapidité d'un homme qui marche déjà vers une certitude. Je demeurai figé, interdit, observant la porte close qu'il venait de franchir. Ce n'était pas la première fois qu'il agissait de la sorte, mais chaque disparition signifiait-elle? Avait-il découvert une piste capitale qu'il jugeait trop fragile pour la partager? Ou bien voulait-il m'épargner un danger qu'il pressentait déjà? Je connaissais son goût pour l'indépendance et sa propension à disparaître lorsqu'il s'agissait de tendre un piège à ses adversaires. Mais cette fois-ci, quelque chose dans son attitude me parut différent. Une gravité plus marquée, un silence plus lourd. Je ne pus m'empêcher d'éprouver un malaise grandissant. Si Holmes se trompait dans ses calculs, hypothèse rare mais non impossible, il risquait de se trouver seul face à un ennemi implacable. Le lendemain, je fus invité à rendre visite au Fairchild. Je m'y rendis avec le sentiment que mon rôle, en l'absence de Holmes, était de maintenir le lien entre le détective et la famille endeuillée. Mais à peine franchis-je le seuil que je perçus un changement d'attitude. L'accueil, autrefois empreint d'espoir et de reconnaissance, s'était mué en méfiance. Les regards se faisaient plus lourds, les paroles plus sèches. Je surpris même une remarque à demi murmurée. Peut-être que M. Holmes en sait plus qu'il ne veut bien dire. La disparition prolongée de mon ami semait le doute dans les esprits. Certains semblaient penser qu'il retenait volontairement des informations cruciales, ou pire encore, qu'il se montrait complice d'un silence dangereux.
Je tentais de les rassurer, évoquant la réputation de Holmes et la rigueur de ses méthodes, mais mes paroles s'éteignirent dans l'air froid du salon. L'inquiétude de la famille, nourrie par l'absence, se transformait peu à peu en soupçon. Jamais je n'avais ressenti plus fortement le poids de sa disparition. Je me trouvais seul, tenu de défendre un homme dont je ne pouvais expliquer ni les actions, ni le silence. Rapidement, je me vis assailli de questions auxquelles je ne pouvais répondre. Où était Holmes? Quelle piste suivait-il? Quand reviendrait-il? Chaque membre de la famille, animé d'un mélange de peur et de colère, cherchait en moi des réponses que je n'avais pas. Je sentais ma loyauté mise à l'épreuve. J'avais juré à... Mon impuissance se changeait en malaise. Je me demandais si, à cet instant, Holmes avait conscience des soupçons qui se retournaient contre lui, et si son silence n'était pas en train de creuser un fossé qu'il lui faudrait bientôt franchir. La nuit tombée, je regagnai Baker Street dans un état d'esprit sombre. Le fiacre me ramena à travers une ville dont les lueurs printanières semblaient désormais ternes. J'entrai dans notre salon désert, où l'absence de Holmes résonnait comme un reproche. Je pris place près du feu et passai des heures à ressasser nos découvertes, cherchant un fil conducteur qui me permettrait de comprendre son départ. Mais plus je réfléchissais, plus le mystère s'épaississait. À plusieurs reprises, je crus entendre son pas familier dans l'escalier, avant de réaliser qu'il ne s'agissait que du craquement des boiseries. L'angoisse me tenaillait, entre l'envie de lui faire confiance et la crainte qu'il n'ait sous-estimé la gravité du danger. Je finis par m'assoupir dans ce fauteuil, le cœur lourd d'incertitude. Au matin, je fus tiré de mon sommeil par un coup frappé à la porte. Madame Hudson m'apporta une enveloppe portant l'écriture rapide et anguleuse de Holmes. Je l'ouvris avec une hâte fébrile. La note était brève. « Watson, ne perdez pas courage. Les ombres se dissipent, mais il faut attendre l'instant opportun pour agir. Je vous rejoindrai bientôt. S.H. » Je lus et relus ces mots, cherchant à en percer le sens. Quelle piste suivait-il? Quelle vérité se préparait à éclater? Rien ne permettait de le deviner. Mais la concision même du message, son assurance contenue, suffisait à raviver en moi une étincelle d'espérance. Je rangeai la lettre dans ma poche, le cœur partagé entre soulagement et inquiétude. Holmes était vivant, actif, et bientôt, je le savais, son retour marquerait un tournant décisif dans l'affaire. Le lendemain de la mystérieuse note laissée par Holmes, je sentis le besoin impérieux de m'extraire du confinement de Baker, laisser une empreinte invisible sur le paysage. Je ralentis le pas, attentif au moindre bruit. La rivière, avec son chant monotone, semblait vouloir couvrir un secret. Je sentis alors que cette promenade ne serait pas un simple exercice de distraction, mais le prélude à une révélation troublante. Je m'arrêtai sur un promontoire herbeux, d'où l'on apercevait le courant. L'eau, chargée des reflets du couchant, coulait avec une régularité hypnotique. Mais à mesure que je l'observais, il me parut qu'elle portait en elle une gravité singulière. Chaque remous, chaque éclat de lumière me semblait chargé d'un sens obscur. Comme un livre qu'on ne peut lire, mais dont on pressent l'importance, la rivière m'apparaissait comme le témoin muet d'une scène terrible. Était-ce mon imagination, ou bien l'endroit exhalait-il réellement une tension retenue? Le frisson qui me parcourut me fit comprendre que je n'étais pas venu en simple promeneur, mais comme un enquêteur involontaire happé par le décor lui-même. Je repris ma marche d'un pas plus vif, et ce fut en longeant un bosquet à demi submergé que mon regard fut attiré par une tache vive contrastant avec la verdure sombre. Intrigué, je m'approchai et découvris, en partie dissimulé sous des branches basses, un morceau de tissu. Mon cœur se serra. La couleur délicate, à la fois vive et féminine, évoquait immédiatement l'élégance d'une toilette de jeune femme. Je m'accroupis, écartai les feuilles humides et tirai à moi ce qui se révéla être une écharpe. Je restai un moment interdit, le tissu pendant entre mes mains tremblantes. Je l'avais déjà aperçu, j'en étais certain, autour du cou gracile de la fiancée disparue. Son parfum léger, bien qu'atténué par l'humidité,
me parvint encore par instant. Confirmation bouleversante de son identité. La découverte me glaça d'effroi. Elle marquait un lien direct entre la jeune femme et cet endroit isolé, si proche de la rivière. Je levai les yeux vers le courant, soudain inquiet de ce qu'il pouvait avoir englouti. Mon esprit médical m'amena à considérer l'hypothèse d'une lutte. Les bords froncés, les fibres étirées, parlaient d'un arrachement brutal. L'écharpe n'avait pas été déposée ici avec soin. Elle portait la marque de gestes désespérés. Je la serrai entre mes mains, partagée entre la certitude d'un indice crucial et l'horreur de ce qu'il laissait présager. Je demeurai un long moment figé, l'écharpe encore à la main, incapable de décider si je devais m'en réjouir comme d'une piste ou en frémir comme d'une preuve de malheur. Car que signifiait cette découverte, sinon que la disparue avait été entraînée de force vers la rivière? Une vision me traversa, celle d'une lutte silencieuse, étouffée par le murmure des eaux, se terminant par une chute dans le courant sombre. Je repoussai cette pensée, mais elle s'imposait à moi avec une insistance cruelle. Fallait-il déjà parler de mort? Je n'osais franchir ce pas dans mon esprit. Mais l'angoisse, désormais, s'était emparée de moi, pesante et implacable. Alors que je contemplais la rivière, l'écharpe serrée dans ma main, je crus percevoir une présence. À travers la brume naissante, une silhouette indistincte se tenait sur l'autre rive, immobile, comme un spectateur muet de ma découverte. Je plissai les yeux, mais la forme se déroba, se dissolvant dans le brouillard mouvant. Était-ce une illusion née de ma fièvre intérieure, ou bien un être bien réel qui avait pris soin de s'éclipser? Un frisson glacé me parcourut. J'eus soudain le sentiment d'avoir franchi une limite dangereuse, d'avoir attiré l'attention d'un adversaire invisible. L'écharpe, témoin matériel, me paraissait soudain trop lourde à porter. Je regagnai lentement le chemin, hanté par l'idée que cette silhouette fuyante détenait peut-être la clé de tout le mystère. C'était une fin d'après-midi où l'air de Baker Street semblait chargé d'une attente presque palpable. Alors que je méditais sur les événements des derniers jours, la porte de notre appartement s'ouvrit brusquement. Londres. Son allure, ferme et résolue, contrastait avec le calme habituel de Baker Street, et je compris qu'il avait recueilli des informations qui pourraient bien faire basculer l'énigme. Le simple fait de le voir ainsi, chargé de certitudes nouvelles, fit naître en moi un mélange de curiosité et d'inquiétude. Je pressentais déjà que la soirée qui s'annonçait serait celle où la logique et la déduction allaient entrer en scène avec toute leur puissance. Holmes me confia alors quelques détails énigmatiques sur ses recherches. Il évoqua des entretiens brefs avec des témoins, des observations discrètes dans les ruelles, et des vérifications de faits qui semblaient anodins mais qui, à son sens, recélaient des informations essentielles. Il ne révéla pas encore la totalité de ses découvertes, laissant planer un voile de mystère. Cependant, chaque mot qu'il prononçait éveillait en moi une intuition. Certaines pièces du puzzle, que nous pensions perdues, commençaient à se replacer dans l'ordre. Je notais ces remarques dans mon carnet, conscient que le moindre détail pourrait se révéler décisif. Holmes, de son côté, affichait cette tranquillité caractéristique, comme s'il savait déjà comment assembler les fragments d'informations recueillis. Le mélange de certitude et de réserve me fascinait et m'inquiétait à la fois. Chaque indice semblait promettre une solution, tout en augmentant la tension de l'énigme qui nous occupait depuis plusieurs jours. Après avoir exposé ses premières observations, Holmes se leva et annonça que tous les participants du pique-nique devaient se rendre à Baker Street. « Il est nécessaire, dit-il, que nous discutions ensemble, afin de clarifier certains points. » Je fus frappé par le ton ferme mais courtois de mon ami. Cette convocation n'avait rien d'une menace. Elle exprimait la nécessité de confronter les récits à la lumière de la déduction. Holmes voulait observer, questionner et provoquer, mais toujours sous l'apparence d'une politesse inébranlable. Je pris la mesure de l'importance de cet instant. Chaque convive serait mis à l'épreuve, chacun devant ses paroles et ses gestes. Holmes préparait la scène d'un interrogatoire subtil. « Qui a disposé les couverts à votre arrivée ?» demandait-il à l'un. Dans quelle direction s'est-elle dirigée pour cueillir les fleurs? À l'autre. Les réponses, hâtives ou hésitantes,
trahissait plus que ne pouvaient le supposer les témoins. Je remarquai avec étonnement la manière dont Holmes lisait les attitudes, les regards, les poses et les gestes, interprétant chaque microsigne comme un indice invisible aux yeux du commun des mortels. Les convives, déstabilisés, semblaient parfois oublier de parler, pris au piège de leur propre mémoire. Certaines réponses, pourtant apparemment simples, semaient le doute et la confusion. Holmes, impassible, notait mentalement chaque contradiction, chaque omission, chaque tressaillement imperceptible. Je compris que, pour lui, la vérité émergeait moins des mots que de la gestuelle et du rythme même des confidences. Au fil des questions, les convives se trahissaient subtilement. Certains, pris de panique, s'énervaient et tentaient de détourner l'attention par des commentaires superflus. D'autres pâlissaient, comme surpris par des détails qu'ils croyaient insignifiants. Je ne cessais de noter ces réactions, fasciné par la perspicacité de Holmes. Ses yeux captaient tout, le battement irrégulier d'un cil, un regard fuyant, la crispation d'une main. Il savait déjà, avant même que les mots ne fussent prononcés, quelle part de vérité chaque personne détenait et quelle part elle cherchait à dissimuler. Je me rendis compte que la scène devenait un théâtre de l'âme, où la simple interrogation révélait les tensions cachées derrière les façades polies. Holmes, en maître de la lecture des signes, tirait des conclusions invisibles à tous, sauf à ceux qui savaient observer avec rigueur. À la fin de la séance, Holmes se redressa et, d'un ton mesuré, annonça « Nous avons presque toutes les pièces du puzzle ». Un silence tomba, et je sentis l'attente peser sur chacun. Cependant, ajouta-t-il, un détail crucial reste à confirmer. Son regard se fixa sur moi, puis balaya l'ensemble des convives, laissant comprendre que ce moment marquait une pause avant la révélation ultime. Je compris alors que les rideaux, tirés pour tamiser les derniers rayons du soleil couchant, diffusaient une lueur orangée et diffuse sur les meubles et les tapisseries. L'air était dense, chargé d'anticipation, et chacun des convives retenait son souffle, conscient que le moment de la vérité approchait. Je pris place près du feu, le cœur battant, observant les visages tendus autour de la table. Les regards se croisaient avec hésitation, certains trahissant une peur à peine contenue. L'absence d'Holmes ces derniers jours avait laissé un vide qui pesait sur tous, et sa réapparition imminente promettait de bouleverser les certitudes accumulées. Le silence, interrompu seulement par le crépitement discret de la cheminée, me semblait peser davantage qu'aucune parole. Chaque tic de l'horloge résonnait comme un rappel cruel que la résolution de l'énigme était imminente, mais que nous ne la connaîtrions qu'au terme du raisonnement implacable de Holmes. Je scrutais le détective, impatient de lire dans son expression l'indice du moment où il allait rompre le voile de mystère. Son regard vif parcourait la pièce, saisissant chaque micro-détail, et j'eus le pressentiment que la révélation qui allait suivre serait aussi éclairante que déstabilisante pour tous ceux présents. Holmes se leva enfin, ses mains croisées derrière le dos, et prit la parole d'un ton ferme et précis. « Messieurs, nous voici au terme d'une enquête qui, bien que complexe, peut être comprise dans son entier si l'on suit la logique et la chronologie des faits. » Il retraça méthodiquement chaque élément recueilli, depuis les témoignages contradictoires jusqu'aux indices matériels subtils. Chaque détail, même insignifiant aux yeux des convives, était mis en lumière et analysé avec une rigueur qui figeait l'auditoire. Le silence dans la pièce était total. Seule la voix claire et mesurée de Holmes, accompagnée de ses gestes calculés, structurait l'air comme un fil invisible. Je notais chaque mot, conscient que la clarté de son exposé rendait désormais perceptible ce qui avait échappé à tous jusqu'alors. Holmes ne se contentait pas de raconter les... Il passa ensuite à la description minutieuse de la disparition, exposant la manière dont elle avait été soigneusement orchestrée. Holmes détailla les déplacements précis du coupable, les gestes apparemment anodins mais délibérément calculés pour détourner l'attention des témoins. « Observez, dit-il, comment l'écharpe fut arrachée et laissée là, non par accident, mais pour induire en erreur. Comment la bouteille fut déplacée après le repas, afin de masquer une trace. Chaque geste, chaque mouvement, prenait un sens lorsqu'on les considérait à la lumière de ses déductions. Il montra la logique du stratagème,
comment la jalousie et l'opportunité avaient été exploitées, comment chaque convive, sans le savoir, avait participé à la mise en scène. Holmes liait les indices, révélant la trame invisible qui reliait les apparences à la vérité. Je sentis une fascination mêlée d'effroi. Ce que nous avions pris pour des accidents ou des oublis devenait désormais des composantes essentielles d'un plan délibéré. Holmes ne se contentait pas de raconter l'histoire. Il la reconstruisait, pièce par pièce, jusqu'à ce que l'ensemble prenne forme sous nos yeux. Puis, il aborda le ressort psychologique derrière l'enlèvement. Ce qui guide l'action humaine, souvent, n'est pas la nécessité ou l'opportunité, mais la passion, et parfois la rancune. Il exposa que le coupable, un ami proche de la famille, nourrissait une jalousie secrète envers Fairchild. Cette rancune, dissimulée derrière des années d'amitié polie, avait mûri dans l'ombre, jusqu'au jour où elle avait trouvé un moyen d'exprimer sa vengeance de manière subreptice. Holmes détailla comment le sentiment de possession et l'envie de contrôler la destinée de la jeune femme avaient conduit à une planification minutieuse. Chaque geste de dissimulation, chaque manipulation d'objets ou de témoins, était la manifestation de cette jalousie insidieuse. Je compris alors que le crime ne se résumait pas à un acte isolé. Il s'agissait d'une architecture émotionnelle, où la haine contenue et la peur du ridicule sont un acte délictueux, révélant ainsi l'extraordinaire acuité de son esprit. Les convives, eux, commençaient à percevoir qu'ils avaient été témoins involontaires de chaque étape de la machination. Enfin, sous la pression de l'exposé, le coupable, acculé par la logique implacable de Holmes, laissa échapper une confession partielle. Les mots, hésitants, révélaient la jalousie, la préméditation et les gestes minutieusement orchestrés. Le silence dans la pièce devint palpable. Holmes, impassible, écoutait chaque syllabe, puis conclut. Ainsi, chaque indice, chaque contradiction, trouve sa place dans le récit de la vérité. Je notais en moi la puissance de sa méthode. La patience, l'observation et la déduction pouvaient faire tomber les masques et dévoiler les intentions cachées, même derrière des sourires les plus polis. La lumière de la vérité s'était enfin faite dans l'ombre du salon. Lorsque la voiture amena enfin la fiancée retrouvée, une vague de soulagement traversa la famille Fairchild. Le visage de M. Edmund, habituellement si réservé, s'illumina d'une émotion intense, tandis que les larmes de joie glissaient sur les joues de ses proches. Les visages crispés par l'inquiétude des derniers jours se détendirent, et un silence heureux s'installa, ponctué seulement par des murmures de gratitude et des soupirs de soulagement. Je me tenais légèrement en retrait, observant cette scène, et je fus frappé par la puissance de la reconquête de la sécurité. La jeune femme, bien qu'ébranlée, marchait avec un pas hésitant mais déterminé, soutenue par ses amis et sa famille. Chaque sourire échangé portait la marque d'une inquiétude profonde, transformée en une chaleur humaine palpable. Holmes, assis à l'écart, observait la scène sans mot dire. Son regard, vif et concentré, semblait jauger l'impact de chaque geste et de chaque émotion, non pas par curiosité personnelle, mais pour comprendre la manière dont les événements avaient affecté l'ensemble du cercle familial. Je me surpris à ressentir une admiration renouvelée pour la subtilité de son observation. Même dans chaque récit, bien que parcimonieux, trahissait les cicatrices psychologiques laissées par l'épreuve. Son regard, souvent baissé, portait la trace de la peur, mais aussi d'une volonté de ne pas sombrer dans le désespoir. Je pris note de chaque détail, conscient que les impressions de la victime étaient précieuses pour comprendre la mécanique de l'enlèvement. La famille écoutait avec une attention mêlée de compassion et de frisson. La tension résiduelle était palpable, et chacun semblait percevoir que la violence de l'événement avait laissé des marques invisibles mais durables. Holmes, immobile, notait également ces signes subtils. Il ne commentait rien, mais je savais qu'il enregistrait chaque nuance pour relier les faits à la psychologie du coupable. L'observation de l'effet du crime sur la victime faisait partie intégrante de son raisonnement, révélant sa compréhension de la complexité humaine au-delà des simples indices matériels. Sous la garde des autorités, le criminel fut introduit dans le salon. Son attitude variait de l'arrogance feinte à l'abattement visible, oscillant entre défi et résignation.
Je l'observais avec une attention mêlée de fascination et de dégoût. Holmes détailla les comportements qui trahissaient l'état d'esprit du coupable. Chaque geste, un regard furtif, un souffle nerveux, la tension des épaules, révélait la rancune accumulée et la jalousie qui avait motivé l'acte. La complexité de ses sentiments s'exprimait dans ces oscillations. Un mélange d'envie, de haine contenue et de remords naissants. Certains convives, incapables de contenir leur indignation, exprimèrent leur colère par de brèves exclamations, tandis que d'autres, plus prudents, observaient silencieusement la confrontation. Holmes, impassible, laissait ses réactions se dérouler, sachant que la vérité s'exprimait autant dans les attitudes que dans les paroles. Je compris alors que le criminel n'était pas un simple antagoniste. Il était l'illustration des passions humaines mal contenues, capables de gestes extrêmes sous des dehors poliment contrôlés. Sa chute n'était pas seulement physique ou légale, mais aussi morale, exposant l'esprit, capable de dénouer les intrigues les plus tortueuses. De retour à Baker Street, le crépuscule baignait la pièce d'une lumière chaude et douce. Holmes et moi nous assîmes en silence, chacun méditant sur les événements récents. Puis il entama une conversation à cœur ouvert sur la fragilité des passions humaines. « Watson, dit-il, ce que nous avons observé dépasse le simple crime. Il s'agit de la manière dont la jalousie, l'envie et la peur peuvent consumer l'esprit et pousser à des gestes extrêmes. » Je l'écoutais, fasciné par la profondeur de son analyse. Il évoqua la façon dont les apparences polies masquent souvent des tensions profondes, et comment la société victorieuse, avec ses sourires convenus, peut cacher de véritables poisons émotionnels. Nous discutâmes longuement des implications morales, de la responsabilité de chacun et de la vigilance que nécessite l'observation des signes invisibles. Holmes insista sur la nécessité de comprendre les motifs psychologiques pour prévenir de tels actes, et non simplement pour punir. Le crépuscule enveloppait la pièce, et je sentis que cette conversation, à la fois intime et instructive, resterait gravée dans ma mémoire autant que la résolution de l'affaire elle-même. Enfin, Holmes conclut par une réflexion sombre sur la jalousie. Ce poison social qui se cache derrière les sourires les plus polis. « Watson, dit-il, il faut toujours se souvenir que l'envie et la rancune, lorsqu'elles restent dissimulées, peuvent engendrer des conséquences dramatiques. La société se pare de convenances, mais sous ses apparences se trouvent des forces capables de détruire des vies. » Je méditais en silence sur ces paroles. La leçon était claire. La raison et la vigilance sont indispensables pour déceler ce qui demeure invisible, mais il faut aussi comprendre la nature humaine pour anticiper les dangers. Holmes, d'un geste léger, sembla inviter à la réflexion plutôt qu'à la réaction. Dans le silence pensif de Baker Street, je compris que malgré la résolution de l'affaire, la leçon morale resterait longtemps présente, rappelant que le mal peut surgir là où l'on s'y attend le moins. Alors que je repense à cette affaire, et si la vérité était ailleurs, cachée derrière un détail que nous n'avons jamais remarqué? Dites-le moi en commentaire. Si ce récit vous a transporté dans le Londres mystérieux de cette enquête, n'hésitez pas à liker, partager vos réflexions en commentaire, faire découvrir l'histoire à vos proches et vos abonnés pour suivre de nouvelles intrigues où la logique et l'émotion se rencontrent.